Et là, Northampton, 20 mai 2008. Danseuse du ventre et derviche tourbillonnèrent dans le rêve d'Ella la nuit où son mari ne rentra pas. La tête posée sur le manuscrit, elle regardait des guerriers à l'air farouche en train de dîner dans une auberge au bord d'une route, leurs assiettes pleines de délicieux desserts et de tartes. Puis elle se vit. Elle cherchait quelqu'un dans le bazar fourmillant d'une citadelle, dans un pays étranger. Tous les gens autour d'elle se mouvaient lentement, comme s'ils dansaient au son d'un air qu'elle ne pouvait entendre. Elle s'arrêtait devant un gros type à la moustache tombante pour lui demander quelque chose, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de sa question. L'homme la regardait avec indifférence et continuait sa route. Elle tentait de parler à plusieurs vendeurs, puis à des clients, mais personne ne lui répondait. Au début, elle croyait que c'était parce qu'elle ne parlait pas leur langue, jusqu'à ce qu'elle porte sa main à sa bouche et, horrifiée, se rendant compte qu'on lui avait coupé la langue. De plus en plus affolée, elle cherchait un miroir pour se voir et découvrir si elle était toujours la même personne. Mais il n'y en avait aucun dans le bazar. Elle se mit à pleurer et se réveilla en entendant un son troublant et sans savoir si elle avait encore sa langue. Quand elle ouvrit les yeux, Spirit grattait furieusement à la porte de la cuisine. Un animal avait probablement gagné la terrasse et ça rendait le chien fou. Les putois l'énervaient plus que tout. Il n'avait pas oublié sa rencontre importune avec l'un d'entre eux, l'hiver précédent. Il avait fallu des semaines à Ella pour débarrasser le chien de l'odeur puante et même après l'avoir baigné dans du jus de tomate, l'odeur était encore décelable, un peu comme du caoutchouc brûlé. Elle regarda l'horloge au mur, il était 3h moins le quart du matin. David n'était toujours pas de retour et peut-être ne reviendrait-il pas. Jeannette ne l'avait pas rappelé et pessimiste comme elle était ce jour, elle doutait qu'elle le fît. Angoissée à l'idée d'être abandonnée par son mari et par sa fille, elle ouvrit le réfrigérateur et fouilla dedans quelques minutes. Son désir de déguster encore une cuillerée de glace à la vanille s'opposait à sa peur de prendre du poids. S'écarter du réfrigérateur et en claquer la porte, un peu plus fort que nécessaire, ne lui coûta pas qu'un mince effort. Elle ouvrit alors une bouteille de vin rouge et s'en servit un verre. C'était un bon vin, léger, dynamique, avec une trace de douceur un peu aigre qu'elle aimait. Ce n'est qu'en se servant un second verre qu'elle se demanda si elle n'avait pas ouvert une de ces précieuses bouteilles de Bordeaux que David gardait pour les grandes occasions. Elle regarda l'étiquette « Château Margaux, 1996 ». Ne sachant qu'en conclure, elle fit une grimace à la bouteille. Elle était trop fatiguée. Elle avait trop sommeil pour continuer sa lecture. Elle décida donc de consulter sa messagerie. Là, parmi une demi-douzaine de messages sans intérêt et un de Michel lui demandant où elle en était du manuscrit, elle trouva un courriel d'Aziz Z. Zahara. « Chère Ella, si vous me le permettez. Votre courriel m'a trouvé dans un village du Guatemala appelé Mozotenango. C'est un des rares lieux où l'on utilise encore le calendrier maya. En face de mon auberge, il y a un arbre à souhait couvert de centaines de morceaux de tissu de toutes les couleurs, de tous les motifs que vous pouvez imaginer. Ils l'appellent l'arbre des cœurs brisés. Ceux qui ont une peine de cœur écrivent leur nom sur un bout de tissu et l'attachent à une branche en priant que leur cœur soit guéri. J'espère que vous ne me trouverez pas trop présomptueux, mais après avoir lu votre courriel, j'ai gagné l'arbre à souhait et j'ai prié pour que vous parveniez à résoudre votre incompréhension entre vous et votre fille. Une simple étincelle d'amour ne peut laisser indifférent car, comme l'a dit Rumi, l'amour est l'eau de la vie. Une des choses qui m'ont aidé personnellement dans le passé fut de cesser d'interférer dans la vie des gens qui m'entouraient, ce qui a entraîné des frustrations quand je comprenais que je ne pourrais pas les changer. À la place de l'intrusion ou de la passivité, puis-je suggérer la soumission ? Certains commettent l'erreur de confondre soumission et faiblesse, alors que c'est tout à fait différent. La soumission est une forme d'acceptation pacifique des termes de l'univers, y compris des choses que nous sommes, sur l'instant, incapables de changer ou de comprendre. Selon le calendrier maya, aujourd'hui est un jour placé sous 2 auspices. Un bouleversement astrologique majeur est en route, donnant naissance à une nouvelle conscience humaine. Je dois me presser de vous envoyer ce courriel avant que le soleil se couche et que ce jour soit terminé. Puisse l'amour vous trouver quand vous l'attendez le moins, ou vous l'attendez le moins. Bien à vous, Aziz. Elle ferma son ordinateur, émue d'avoir appris qu'un parfait inconnu dans un des coins les plus reculés du monde avait prié pour son bien-être. Elle ferma les yeux et imagina son nom écrit sur un bout de tissu attaché à un arbre à souhait, oscillant comme un cerf-volant, libre et joyeux. Quelques minutes plus tard, elle ouvrit la porte de la cuisine et sortit dans le jardin pour sentir la fraîcheur troublante de la brise. Spirit la rejoignit, inquiet, grognant, les narines en action. Ses yeux se plissèrent, puis s'agrandirent d'anxiété, tandis que ses oreilles se redressaient, comme s'il avait reconnu au loin quelque chose d'effrayant. Ella et son chien se tenaient côte à côte sous la lune de cette fin de printemps.
le regard perdu dans l'obscurité épaisse et vaste, éprouvant la même peur des choses qui se mouvaient dans l'ombre, effrayé par l'inconnu. Le novice. Bagdad, avril 1242. Bien obséquieux et avec maintes courbettes, j'ai raccompagné le juge à la porte et je suis bien vite retourné dans la pièce principale pour assembler les bols sales. J'ai été surpris de trouver Baba Zaman et le derviche errant dans la position où je les avais laissés, ni l'un ni l'autre ne disant un mot. Du coin de l'œil, je les ai observés, curieux de savoir s'il était possible de tenir une conversation sans parler. J'ai traîné aussi longtemps que j'ai pu, arrangeant les coussins, rangeant la pièce, ramassant les miettes sur le tapis, mais au bout d'un moment, je n'ai plus eu aucune raison de rester. À contre-cœur, traînant les pieds, je suis retournée dans la cuisine. Dès qu'il m'a vue, le cuisinier a fait pleuvoir les ordres sur ma tête. Essuie le plan de travail, nettoie le sol, lave la vaisselle, frotte le poêle et les murs autour du grill. Quand tu auras fini, n'oublie pas de vérifier les pièges à souris. Depuis mon arrivée dans ce centre, il y a environ 6 mois, le cuisinier n'a pas cessé de me harceler. Chaque jour, il me fait travailler comme un chien et prétend que cette torture fait partie de ma formation spirituelle. Comme s'il avait des plats gras avec quoi que ce soit de spirituel. Homme aux paroles rares, le cuisinier a un mantra favori. Nettoyer, c'est prier. Prier, c'est nettoyer. Un jour, j'ai osé si c'était vrai, tous les maîtresses de maison de Bagdad seraient devenues des maîtres spirituels. Il m'a jeté une cuillère en bois à la tête et a hurlé de toute la force de ses poumons. L'insolence ne te mènera nulle part, mon garçon. Si tu veux devenir un derviche, sois aussi muet que cette cuillère en bois. Être rebelle n'est pas une qualité pour un novice. Parle moins, tu mûriras vite. Je détestais le cuisinier, mais plus encore, je le craignais. Jamais je n'avais désobéi à ses ordres. Enfin, jusqu'à ce soir-là. Il n'avait pas tourné le dos que je me suis glissée hors de la cuisine et suis revenue vers la salle principale sur la pointe des pieds. Mort de curiosité, avide d'en savoir plus sur le derviche errant, qui était-il? Que faisait-il ici? Il ne ressemblait pas au derviche de ce centre. Il avait le regard farouche et indiscipliné. Même quand il baissait humblement la tête, il y avait chez lui quelque chose de si inhabituel, de si imprévisible, que je trouvais ça presque effrayant. J'ai posé un œil contre une fissure de la porte. Au début, je n'ai rien vu. Bientôt, mes yeux se sont accoutumés à la pénombre de la pièce et j'ai distingué leur visage. J'ai entendu le maître demander « Dis-moi, Shams de Tabriz, qu'est-ce qui amène une personne telle que toi à Bagdad? As-tu vu ce lieu en rêve ?» Non, ce n'est pas un rêve qui m'a conduit ici. C'est une vision. Je ne rêve jamais. Tout le monde rêve, a dit tendrement Baba Zaman. Il est possible que tu ne te souviennes pas toujours de tes rêves, mais cela ne signifie pas que tu ne rêves pas. Mais je ne rêve pas. Cela fait partie d'un marché que j'ai passé avec Dieu. Quand j'étais enfant, je voyais des anges et j'étais témoin des mystères de l'univers qui se déroulaient sous mes yeux. Je l'ai dit à mes parents et ils n'ont pas été contents. Ils m'ont ordonné de cesser de rêver. Je me suis confiée à mes amis, et eux aussi m'ont dit que j'étais un rêveur impénitent. J'ai tenté d'en parler à mes maîtres, mais leur réponse ne fut pas différente. J'ai fini par comprendre que chaque fois que les gens entendaient parler de quelque chose d'inhabituel, ils appelaient ça un rêve. Je me suis mis à éprouver de l'aversion pour ce mot et tout ce qu'il représentait. Ayant dit cela, le derviche s'est interrompu, comme s'il avait entendu un bruit. C'est alors que s'est produit une chose des plus étranges. Il se levait, a redressé son dos et lentement, délibérément, s'est approché de la porte sans cesser de regarder dans ma direction. C'était comme s'il avait su que je les espionnais. C'était comme s'il avait pu voir à travers la porte en bois. Mon cœur battait comme un fou. J'avais envie de retourner dans la cuisine en courant, mais je ne voyais pas comment. Mes bras, mes jambes, tout mon corps était paralysé. À travers la porte, les yeux sombres de Shams de Tabriz étaient fixés sur moi. Bien que terrifié, j'ai ressenti une incroyable énergie se précipiter à travers mon corps. Il s'est approché, a posé la main sur la poignée de la porte, mais à l'instant où je croyais qu'il allait l'ouvrir et me surprendre, il s'est arrêté. Je ne pouvais voir son visage de si près et je ne savais pas du tout pourquoi il avait changé d'avis. Nous avons attendu comme ça pendant 1 minute, d'une longueur insupportable. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné de la porte pour continuer son récit. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à Dieu de me retirer ma capacité à rêver pour que chaque fois que je le retrouvais, je puisse savoir que je ne rêvais pas. Il a accepté, il les a tous retirés. C'est pour cela que je ne rêve jamais. Shams de Tabriz se tenait maintenant devant la fenêtre ouverte à l'autre bout de la pièce. Dehors tombait une pluie fine qu'il a regardée pensivement avant de dire « Dieu m'a retiré la capacité de rêver. Mais pour compenser cette perte, il m'a autorisé à interpréter les rêves des autres. J'interprète les rêves. »
Je m'attendais à ce que Baba Zaman ne croie pas à cette absurdité et le réprimande comme il me réprimande tout le temps. Mais au lieu de ça, le maître a hoché la tête avec respect. On dirait que tu es une personne très particulière. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Je ne sais pas. En fait, j'espérais que tu me le dirais. Qu'est-ce que cela signifie ? Depuis presque 40 ans, je suis un derviche errant, je suis féru des choses de la nature, bien que la vie en société me reste étrangère. Si nécessaire, je sais me battre comme un animal sauvage, mais je ne dois blesser personne. Je peux nommer les constellations dans le ciel, identifier les arbres des forêts et lire comme un livre ouvert le genre de personne que le Tout-Puissant a créé à son image. Shams s'est interrompu brièvement et a entendu que le maître allume une lampe à l'huile. Puis il a continué. Une des règles dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. » À la lumière de la flamme vacillante, Shams de Tabriz paraissait plus grand encore, ses cheveux tombant sur ses épaules en vagues indisciplinées. Mais la connaissance n'est que de l'eau stagnant au fond d'un vieux vase si on ne la laisse pas couler. Pendant des années, j'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde un compagnon avec qui partager la connaissance que j'ai accumulée en moi. Finalement, dans une vision à Samarcande, on m'a dit que je devais venir à Bagdad, accomplir mon destin. Je sais que tu connais le nom de mon compagnon et où il se trouve, et que tu vas me le dire, sinon tout de suite ou plus tard. Dehors, la nuit était tombée et un rayon de lune s'écoulait à travers les fenêtres ouvertes. Je me suis rendu compte à quel point il était tard. Le cuisinier devait me chercher, mais je m'en moquais. Pour une fois, ça faisait du bien de transgresser les règles. Je ne sais pas quel genre de réponse tu attends de moi, a murmuré le maître. S'il y a une information que je suis destinée à révéler, je sais que cela se produira en temps voulu. Jusque-là, tu peux rester ici avec nous, sois notre hôte. Entendant cela, le derviche errant s'est incliné humblement et a baisé la main de Baba Zaman, avec reconnaissance. C'est alors que le maître a posé cette question bizarre. Tu as dit que tu étais prêt à transmettre toute ta connaissance à quelqu'un d'autre ? Tu veux tenir la vérité dans ta paume comme si c'était une perle précieuse à offrir à quelqu'un de spécial ? Mais ouvrir le cœur de quelqu'un à la lumière spirituelle n'est pas une tâche aisée pour un être humain. Tu subtilises le tonnerre de Dieu ? Es-tu prêt à en payer le prix ? Aussi longtemps que je vivrai, jamais je n'oublierai la réponse qu'a donnée alors le derviche. Levant un sourcil, il a dit d'une voix ferme « Je suis prêt à donner ma tête ». J'ai eu un vertige. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos. Quand j'ai remis mon œil contre la fissure, j'ai remarqué que le maître avait l'air aussi bouleversé que moi par cette réponse. « Peut-être avons-nous assez parlé aujourd'hui » a soupiré Baba Zaman. « Tu dois être fatigué. Je vais appeler le jeune novice. Il te montrera ton lit et te fournira des draps propres et un verre de lait. » Shams de Tabriz s'est tourné vers la porte et j'ai senti jusqu'à la moelle de mes os qu'il me regardait à nouveau. Plus encore, c'était comme s'il regardait à travers moi, scrutant les trous et les bosses de mon âme et inspectant des secrets impénétrables. Peut-être faisait-il de la magie noire, ou bien avait-il été formé par un Harout et Marout, les deux anges de Babylone contre lesquels le Coran nous met en garde, à moins qu'il ne possédât des talents surnaturels qui lui permettaient de voir à travers les portes et les murs. Quoi que ce soit, cela me faisait peur. « Inutile d'appeler le novice, a-t-il dit d'une voix plus forte. J'ai l'impression qu'il est tout près et nous a entendus. » J'ai si bruyamment retenu ma respiration que ça aurait pu réveiller un mort dans sa tombe. Affolée, j'ai bondi sur mes pieds et filé dans le jardin, trouvant refuge dans l'obscurité. Mais une surprise désagréable m'y attendait. « Ah, te voilà, petite canaille !» s'est écrié le cuisinier en se précipitant vers moi, un balai à la main. « Tu vas avoir de gros ennuis, mon garçon, de très gros ennuis. » J'ai fait un bond de côté à la dernière seconde et réussi à éviter le coup de balai. « Arrive ici si tu ne veux pas que je te casse les jambes !» a crié le cuisinier essoufflé. Mais je n'en ai rien fait. Je me suis précipité hors du jardin aussi rapide qu'une flèche, tandis que le visage de Shams de Tabriz scintillait devant mes yeux. J'ai couru le long du sentier tortueux qui menait du centre à la route principale, et même quand j'ai été assez loin, je n'ai pas pu cesser de courir. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans tout mon corps. Ma gorge était sèche, mais j'ai couru jusqu'à ce que mes genoux cèdent et que je ne puisse plus avancer. Et là, Northampton, 21 mai 2008. Prêt à subir une scène, David rentra tôt le lendemain matin et trouva Ella endormie au lit avec 12 blasphèmes ouverts sur ses jambes et un verre de vin vide sur la table de chevet. Il s'approcha dans l'idée de remonter un peu la couverture et de s'assurer qu'elle était bien au chaud, mais il changea d'avis. 10 minutes plus tard, Ella se réveilla.
Elle ne fut pas surprise d'entendre que son mari prenait une douche. Il pouvait flirter avec d'autres femmes et apparemment même passer la nuit avec elles, mais il préférait sa propre salle de bain pour sa douche du matin. Quand David revint dans la chambre, Ella a fini de dormir, lui épargnant de devoir expliquer son absence. Moins d'1 heure plus tard, tant son mari et que ses enfants partis, Ella se retrouva seule dans sa cuisine. La vie semblait avoir repris son cours habituel. Elle ouvrit son livre de cuisine préféré, l'art culinaire simple et facile. Et après avoir envisagé plusieurs recettes, elle choisit un menu assez exigeant qui l'occuperait toute l'après-midi. Soupe de balourd au safran, noix de coco et orange, pâte aux champignons, herbes fraîches et 5 fromages, côte de veau aux vapeurs de romarin, vinaigre et ail grillé, salade de haricots verts et de chou-fleur au citron vert. Puis elle se décida pour un soufflé tiède au chocolat en dessert. Elle aimait cuisiner pour toutes sortes de raisons. Créer un repas délicieux à partir d'ingrédients ordinaires n'était pas seulement gratifiant et épanouissant, mais aussi étrangement sensuel. Plus encore, elle aimait cuisiner parce qu'elle y excellait. Et cela apportait une certaine sérénité à son esprit. La cuisine était le seul lieu de sa vie où elle pouvait éviter tout à fait le monde extérieur et arrêter le cours du temps en elle. Le sexe produisait le même effet sur certains, se disait-elle, mais il fallait être deux. Alors que pour cuisiner, on n'avait besoin que de temps, de soins et d'un sac de courses. À la télévision, les gens qui cuisinent vous font croire qu'il s'agit d'inspiration, d'originalité et de créativité. Leur mot préféré est expérimenter. Elle n'était pas d'accord. Pourquoi ne pas laisser l'expérimentation aux scientifiques et l'excentricité aux artistes ? Cuisiner, c'était connaître les bases, suivre les instructions et respecter la sagesse accumulée au fil des ans. Il suffisait d'utiliser les traditions validées par le temps, pas d'expérimenter. Le savoir culinaire venait des coutumes et des conventions, et l'ère moderne avait beau se minimiser ces concepts, rien ne s'opposait à ce qu'on reste traditionnel en cuisine. Il faut dire qu'elle a aimé sa routine quotidienne. Chaque matin, à peu près à la même heure, la famille prenait le petit déjeuner. Chaque week-end, ils allaient au centre commercial et le premier dimanche de chaque mois, ils organisaient un dîner avec leurs voisins. Comme David était un bourreau de travail qui ne disposait que de peu de temps de loisirs, elle a se charger de tout à la maison. Gérer les finances, trouver l'artisan qui allait recouvrir les fauteuils, assurer l'entretien de la maison, faire les courses, organiser l'emploi du temps et des enfants et les aider pour leurs devoirs, etc. Le jeudi, elle allait à son club de cuisine fusion, dont les membres mêlaient les cuisines de différents pays et rafraîchissaient des recettes ancestrales grâce à de nouvelles épices et à des ingrédients inattendus. Chaque vendredi, elle passait des heures au marché fermier, interrogeant les agriculteurs sur leurs produits, lisant l'étiquette d'une confiture de pêche bio allégée en sucre ou expliquant à une autre cliente comment cuire au mieux les petits champignons portobello. Tout ce qu'elle n'avait pu trouver, elle le prenait au magasin bio en revenant chez elle. Le samedi soir, David l'emmenait au restaurant, thaï ou japonais en général, et s'il n'était pas trop fatigué ou ivre, ou tout simplement pas d'humeur, quand il rentrait à la maison, il faisait l'amour. Petit baiser, mouvement tendre, exprimait moins de passion que de compassion. Le sexe qui avait été leur lien le plus fiable avait depuis longtemps perdu son brio. Il arrivait que des semaines passent sans qu'ils fassent l'amour. Ella trouvait curieux que le sexe ait été si important dans sa vie et que maintenant qu'il était non existant. Elle se sentit soulagée, presque libérée. En gros, elle se satisfait de l'idée qu'un couple marié depuis longtemps puisse abandonner peu à peu le besoin d'attirance physique pour arriver à un mode de relation plus fiable et plus stable. Le seul problème, c'était que David n'avait pas autant abandonné le sexe en général que vis-à-vis de son épouse. Jamais elle ne lui avait parlé ouvertement de ses aventures. Elle ne laissait même pas entendre qu'elle avait des soupçons. Il était d'autant plus facile pour elle de feindre l'ignorance qu'aucun de leurs proches amis n'était au courant. Il n'y avait ni scandale, ni coïncidence embarrassante, rien pour que les langues se déchaînent. Elle ne savait pas comment il s'y prenait, étant donné la fréquence de ses relations avec d'autres femmes, en particulier avec des jeunes assistantes, mais son mari parvenait à gérer la situation avec astuce et discrétion. L'infidélité avait pourtant une odeur, Ella le savait. Si les événements s'étaient enchaînés, Ella ne pouvait dire ce qui était venu en premier, ni ce qui avait suivi. Sa perte d'intérêt pour le sexe avait-elle été à l'origine des infidélités de son mari, ou bien était-ce l'inverse ? David l'avait-il trompée ? Avait-elle ensuite négligé son corps et perdu tout désir sexuel ? De toute manière, l'issue était la même. Le rayonnement entre eux, la lumière qui leur avait permis de naviguer sur les mers inconnues du mariage, qui avait gardé leur désir vivant, même après 3 enfants, avait disparu au bout de 20 années, tout simplement. Pendant les 3 heures qui suivirent, son esprit vombrait de pensées tandis que ses mains s'affairaient.
Elle coupa des tomates, écrasa de l'ail, fit fondre des oignons, tourna la sauce, râpa des zestes d'orange et pétrit la pâte de son pain complet. C'était le meilleur conseil que la mère de David lui avait donné quand ils s'étaient fiancés. Rien ne rappelle plus son foyer à un homme que l'odeur du pain qui sort du four. N'achète jamais ton pain, cuis-le toi-même. Ma chérie, il fera des merveilles. Au terme de cet après-midi entier de travail, Ella mit la table avec serviettes assorties à la nappe fine, bougies parfumées et bouquets de fleurs jaunes et oranges si lumineuses et fraîches qu'elles avaient presque l'air artificiel. La touche finale fut l'ajout de ronds de serviettes rutilants. Quand elle eut terminé, la salle à manger était prête à être photographiée pour un magazine de décoration de luxe. Fatiguée mais satisfaite, elle alluma le téléviseur de la cuisine pour suivre les nouvelles locales. Une jeune thérapeute avait été poignardée dans son appartement. Un court-circuit avait déclenché un incendie dans un hôpital et 4 lycéens avaient été arrêtés pour vandalisme. Elle secoua la tête devant le nombre infini de dangers qui menaçaient son monde. Comment des gens comme Aziz Zahara pouvaient-ils trouver le désir et le courage de se rendre dans des régions les moins développées du globe, alors que même les banlieues riches d'Amérique n'étaient plus sûres? Elle a trouvé troublant qu'un monde imprévisible et impénétrable puisse inciter des gens comme elle à rester chez eux, et qu'il ait un effet opposé sur quelqu'un comme Aziz, le poussant à s'embarquer dans des aventures loin des sentiers battus. À 19h30, les Rubinstein s'installèrent à leur table parfaite, les bougies allumées donnant à la salle à manger un air sacré. Un étranger aurait pu croire qu'ils représentaient la famille idéale, aussi harmonieuse que les volutes de fumée se dissolvant lentement dans l'air. Même l'absence de Jeannette ne ternissait pas le tableau. Ils mangèrent en écoutant Orly et Avi raconter les événements du jour au lycée. Pour une fois, Ella leur fut reconnaissante de leur bavardage bruyant. Ils recouvraient le silence qui sinon, aurait pesé lourdement entre son mari et elle. Du coin de l'œil, Ella vit David planter sa fourchette dans un bout de chou-fleur et le mâcher lentement. Elle regarda ses lèvres minces et pâles, ses dents blanches nacrées, une bouche qu'elle connaissait si bien, qu'elle avait si souvent embrassée. Elle l'imagina en train d'embrasser une autre femme. Elle ne s'expliqua pas pourquoi, mais la rivale qui a apparu dans son esprit n'était pas la jeune secrétaire de David, mais une version à grosse poitrine de Suzanne Sarandon. Athlétique, confiante, elle avait moulé ses seins dans une robe serrée et portait de hautes bottes en cuir rouge à talons aiguilles. Son visage brillait presque illuminé par trop de maquillage. Ella imagina David embrassant cette femme avec une précipitation dictée par sa faim, un mouvement très différent de celui avec lequel il mâchait son repas à la table familiale. C'est à cet instant même, alors qu'Ella mangeait le résultat des recettes de son art culinaire simple et facile, alors qu'elle imaginait la femme avec qui son mari avait une aventure, que quelque chose craqua en elle. Elle comprit avec calme cette évidence absolue. En dépit de son inexpérience et de sa timidité, un jour elle abandonnerait tout, sa cuisine, son chien, ses enfants, ses voisins, son mari, ses livres de cuisine, ses recettes de pain maison. Elle sortirait dans ce monde où se produisaient tout le temps des choses dangereuses.